Alors, cinquième cas clinique. Vous êtes de garde aux urgences, vous recevez un homme de 76 ans adressé par son médecin traitant pour des douleurs thoraciques. Il est insuffisant rénal chronique, sur un diabète de type 2 déséquilibré, avec une rétinopathie diabétique. Il est hypertendu, dyslipidémique. Habituellement, il est autonome à domicile. Il est traité par aspirine, par un traitement antidiabétique oral avec metformine et acarbose, par statine, inhibiteur de l'enzyme de conversion, et puis des traitements à visée prostatique avec du 1-alpha et des injections de PO régulières. Depuis la veille au soir, il est essoufflé, il a fait plusieurs épisodes de douleurs épigastriques, des sensations de crampes de la mâchoire, donc des douleurs thoraciques assez atypiques. Et devant un nouvel épisode de douleurs oppressantes, son épouse a appelé le SAMU, qui l'ont amené aux urgences. Lorsque vous le voyez, votre examen initial est sans particularité. On vous donne un ECG qui sera interprété à la question 2. Alors, première question, quel est le risque cardiovasculaire de ce patient? Donc, ce patient a un risque cardiovasculaire qui est très élevé parce qu'il a de nombreux facteurs de risque cardiovasculaire. Il est insuffisant rénal, diabétique, hypertendu, dyslipidémique et âgé de plus de 65 ans chez un homme. Comment calcule-t-on un risque cardiovasculaire? Alors, globalement, le risque cardiovasculaire s'évalue en fonction des facteurs de risque. Si on n'a aucun facteur de risque ou un facteur de risque avec une hypertension artérielle qui est modérée, à moins de 159-99 mm de mercure de pression artérielle, on a un risque qui est faible. Si on a deux facteurs de risque ou une hypertension artérielle entre 16 et 18 de systolique ou entre 10 et 11 de diastolique, on a un risque cardiovasculaire qui est modéré. Ensuite, lorsqu'on a une hypertension artérielle sévère, lorsqu'on a 3 facteurs de risque ou plus, lorsqu'on est diabétique, lorsqu'on a une atteinte des organes cibles, donc une microalbuminurie, une hypertrophie ventriculaire gauche, ou lorsqu'on a déjà une maladie cardiovasculaire avérée, donc un patient qui a déjà fait infarctus, accident vasculaire cérébral, artérite des membres inférieurs, on est à fort risque ou très fort risque cardiovasculaire, ce qui est le cas de ce patient. Alors, deuxième question, interprétez l'ECG et quel est votre diagnostic? Donc, il s'agit d'un ECG qui est régulier, sinusal, avec une fréquence cardiaque à 75 par minute. L'axe est normal, les ondes P, PR sont normales, le QRS est fin, sans ondes Q, sans hypertrophie. Ce qu'on attend de vous, c'est de repérer le sous-décalage du segment ST en V3 à V6, en D1 VL et en D2 VF, ce qui correspond à un tableau de lésions sous-endocardiques dans le territoire antéro-septo-apical, plus ou moins latéral, plus ou moins inférieur. Et donc, au total, c'est un diagnostic de syndrome coronarien aigu, sans sus-décalage de ST, mais à fort risque avec modification électrique. Alors, pourquoi à fort risque? Ce qui est essentiel pour vous, c'est de retenir que dans les syndromes coronariens aigus, sans sus-décalage de ST, on a deux tableaux. Soit les syndromes coronariens aigus à fort risque, soit ceux qui sont à faible risque. Si on a une modification de l'électrocardiogramme, ce qui est le cas dans ce cas clinique, on est à fort risque. Si on a une élévation de la troponine, on est à fort risque. Si on a un terrain avec un patient qui est diabétique, insuffisant rénal ou coronarien connu, on est à fort risque. Le syndrome coronarien aigu sans sus-décalage de ST à faible risque correspond au patient qui a un ECG non modifié, des troponines normales, qui n'est pas diabétique, pas insuffisant rénal, pas coronarien. Donc, ici, c'est à fort risque, ce qui signifie qu'il y aura une indication à réaliser une coronarographie dans les premiers jours de l'hospitalisation. Alors, troisième question, réaliserez-vous une coronarographie en urgence et pourquoi? Donc, non, il ne faut pas réaliser de coronarographie en urgence. Pourquoi? Parce qu'on est dans le cadre d'un syndrome coronarien aigu sans sus-décalage de ST. C'est-à-dire qu'on n'a pas une ischémie transmurale, mais on a une lésion sous-endocardique, c'est-à-dire une souffrance d'une partie de la paroi du cœur, mais pas une souffrance globale, donc une urgence à revasculariser qui est moindre. On est dans un contexte dans lequel les risques de la coronarographie, le risque hémorragique, le risque rénal avec l'injection d'iode chez un patient diabétique, est assez important. Et donc, on ne fait pas de coronarographie en urgence dans ces syndromes coronariens aigus sans sus-décalage de ST. On se laisse un petit peu de temps pour faire le point sur le plan biologique, sur le plan de l'échographie, pour réaliser la coronarographie secondairement. Dans les indications, ce qu'il faut retenir, c'est que la coronarographie doit être faite précocement, c'est-à-dire dans les 72 heures, mais non en urgence. Et peut-on faire une épreuve d'effort? Non, on ne peut pas faire d'épreuve d'effort. Les indications de l'épreuve d'effort seraient dans le cadre d'un syndrome coronarien aigu
sans sus-décalage de ST, mais à faible risque. Parce que devant un syndrome coronarien aigu sans sus-décalage de ST à faible risque, on a un ECG non modifié, une troponine négative et peu de facteurs de risque cardiovasculaires. Donc, pas de souffrance cardiaque importante et un diagnostic qui n'est pas certain. Dans ce cas, une épreuve d'effort ou un test d'ischémie est intéressant parce que s'il est normal, ça élimine le problème coronarien, donc ça évite de faire une coronarographie inutile. Par contre, chez un patient qui a un syndrome coronarien aigu sans sus-décalage de ST à fort risque, on est à peu près certain de l'origine coronarienne des douleurs. Et du coup, ça ne sert à rien de faire une épreuve d'effort qui est toujours risquée, qui va retarder la coronarographie. Donc on fait directement une coronarographie, mais précoce dans les 72 heures et non urgente dans les 3 heures, comme dans un syndrome coronarien aigu avec sus-décalage de ST. Alors, quatrième question, quel est votre bilan paraclinique? Donc c'est un bilan qui doit aussi être fait en urgence. Sur le plan biologique, on va faire un bilan standard, une numération formule sanguine, un ionogramme, une fonction rénale avant l'injection de d'iode de la coronarographie. On va faire un bilan sur les marqueurs de nécrose myocardique, donc une troponine avec un cycle de troponine, donc une deuxième troponine 4 à 6 heures, puis des troponines répétées jusqu'au pic de troponine. Et puis, on va faire un bilan de tous les facteurs de risque cardiovasculaire du patient, essentiellement la glycémie à jeun, HbA1c en cas de diabète et le bilan lipidique. Sur le plan de l'imagerie, il faut faire une radiographie thoracique pour repérer surtout les diagnostics différentiels des douleurs thoraciques et il faut faire une échographie cardiaque pour repérer les troubles de la cinétique segmentaire, pour évaluer la fonction systolique globale du cœur, pour rechercher des signes de surcharge, des complications, des diagnostics différentiels. Enfin, il faut que vous pensiez à faire un électrocardiogramme 18 dérivations de façon systématique devant toute douleur thoracique pour dépister un infarctus postérieur. Et puis, dernier examen à réaliser, c'est une coronarographie qui sera précoce dans les 72 heures. C'est un patient qui doit être hospitalisé en urgence en soins intensifs cardiologiques. De façon générale, tout syndrome coronarien aigu doit être hospitalisé en soins intensifs. Dans sa mise en condition, il faut le scoper. Il doit être scopé au moins 24 heures lorsqu'il s'agit de syndrome coronarien aigu sans sus-décalage de ST. Le traitement médical doit être débuté de façon immédiate. Des dérivés nitrés à visée anti-angineuse si le patient a une douleur, donc du Risordan. Des antiagrégants plaquettaires avec une double antiagrégation par aspirine et Plavix. Une anticoagulation efficace. Ici, on n'aura pas recours aux HBPM, mais plutôt aux HNF parce que le patient est insuffisant rénal. Un traitement anti-angineux si l'hémodynamique le permet, donc des bêta-bloquants. Et puis, on peut débuter tout de suite des statines. On peut aussi attendre. Il n'y a pas d'urgence au jour près, mais en général, on met les statines immédiatement. Par contre, les inhibiteurs calciques, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, il vaut mieux attendre quelques jours après l'infarctus, le temps de faire le point sur la fonction rénale, de faire les injections d'iode avec la coronarographie, etc. Et puis, la prise en charge thérapeutique va se reposer sur une coronarographie qui sera réalisée précocement dans les 72 heures, avec, si possible, geste de revascularisation par angioplastie, si nécessaire, un pontage. Après, il faut penser à toutes les mesures de prévention des complications de décubitus, de l'ulcère de stress, il faut surveiller le patient. À quoi servent les nitrés? Alors, à quoi servent les dérivés nitrés? Eh bien, les dérivés nitrés, c'est la trinitrine qu'on donne en spray sublingual aux patients qui ont de l'angor, ou c'est le Risordan qu'on peut perfuser par voie intraveineuse. C'est un traitement qui est à visée, un vasodilatateur coronaire qui va améliorer la perfusion coronaire. C'est un traitement symptomatique de l'angine de poitrine. Donc, si le patient est toujours douloureux, il y a une indication à donner du Risordan. À lui donner des sprays de dérivés nitrés ou lui perfuser du Risordan pour diminuer les symptômes d'angine de poitrine. Finalement, le patient bénéficie d'une coronarographie à 36 heures après le début des douleurs. On retrouve une sténose du tronc commun, des lésions tritronculaires sur des artères grêles calcifiées ne pouvant être revascularisées au cours de la coronarographie. Son cas est discuté en staff et il est décidé de lui proposer un pontage aortocoronarien. Alors, sixième question, quel bilan paraclinique allez-vous prévoir en préopératoire? Donc, le bilan paraclinique en préopératoire, d'une part, on a le bilan standard du préopératoire, le bilan d'hémostase, le bilan prétransfusionnel, le bilan standard, la consultation d'anesthésie. Et d'autre part, on a un bilan spécifique avant toute chirurgie thoracique, à savoir des explorations fonctionnelles respiratoires pour voir si l'état respiratoire du patient lui permettra de supporter la thoracotomie, un bilan vasculaire avec un échodoppler des vaisseaux du cou, puisqu'une sténose carotidienne sévère devra être traitée avant le pontage coronarien pour éviter
un accident vasculaire cérébral péropératoire. Et puis, une éradication des foyers infectieux qui nécessite de les rechercher avec une consultation ORL dentaire, panoramique dentaire, scanner des sinus ou autre examen sur point d'appel. Ensuite, 2 jours après la coronarographie, l'état respiratoire de votre patient se dégrade. Il est dyspnéique depuis la veille et brutalement, dans la journée, il désature. Il est à 81% de saturation sous oxygène aux lunettes, tachycarde, une pression artérielle qui est normale, apyrétique. L'auscultation retrouve des crépitants bilatéraux et vous apprenez rapidement qu'il n'a pas uriné depuis plus de 36 heures. Alors, 7e question, quel diagnostic suspectez-vous? Donc, dans ce contexte de patients diabétiques avec une insuffisance rénale préalable qui bénéficie d'injection d'iode, donc un traitement néphrotoxique, le diagnostic le plus probable pour expliquer cet œdème du poumon, c'est une insuffisance rénale aiguë, organique, sur une nécrose tubulaire aiguë liée à l'iode. Donc au final, un diagnostic de détresse respiratoire aiguë secondaire à un OAP cardiogénique par surcharge lié à une insuffisance rénale aiguë organique, anurique, par nécrose tubulaire aiguë, iatrogène, secondaire à l'injection de produits de contraste iodé chez un patient qui était préalablement insuffisant rénal chronique, fragilisé à cause de son diabète. Ensuite, 8e question, vous regardez la radiographie thoracique réalisée le matin même, avant sa dégradation, que l'on vous demande d'interpréter. Donc, de la même façon que précédemment, 3 choses à faire dans une interprétation d'une radiographie. D'une part, la technique. Ici, il s'agit d'une radiographie thoracique qui est faite au lit, puisqu'il n'y a pas de pochère gastrique, chez un patient allongé. Ensuite, une description sémiologique. On voit une redistribution vasculaire apicale, un syndrome interstitiel avec des opacités fines, bien limitées, non systématisées, non confluentes, qui sont un petit peu diffuses, mais pas très bien visibles sur cette radio. Et surtout, un syndrome alvéolaire avec des opacités confluentes, systématisées, mal limitées, qui sont ici symétriques, périhilaires, en aile de papillon, donc qu'on voit bien ici, qui correspondent à un aspect typique d'OAP cardiogénique. Le dernier élément qu'on peut regarder ici, c'est on peut voir une cardiomégalie, puisqu'on a un index cardiothoracique qui a plus de 50% de la largeur du thorax, mais qui n'est pas interprétable dans ce contexte parce qu'un index cardiothoracique élevé n'est pas interprétable chez un patient couché. Et donc, en conclusion, il s'agit d'un OAP cardiogénique radiographique. Alors, 9e question, quelle prise en charge proposez-vous pour cette dégradation aiguë? Donc, comment traiter cet OAP cardiogénique? Alors, il s'agit d'une urgence vitale. Il faut discuter un transfert en réanimation puisque le patient est en œdème aigu du poumon et anurique. Sur le plan de la mise en condition, il faut mettre le patient en position demi-assise puisqu'on ne peut pas allonger une décompensation cardiaque gauche sous peine de dégrader le patient sur le plan respiratoire. Il faut mettre en condition le patient de façon traditionnelle, le scoper, etc. Sur le plan symptomatique, il faut l'oxygéner au masque à haute concentration et instaurer une ventilation non invasive si on n'arrive pas à contrôler son état respiratoire avec l'oxygène seul. Il faut mettre des dérivés nitrés, Risordan, en bolus, puis VSE. On peut essayer le Lasix, enfin les diurétiques de Lens pour le dépléter, mais vu le contexte anurique, il est peu probable que cela fonctionne. Et donc, dans le cadre d'un œdème aigu du poumon anurique, il y a une indication à l'épuration extrarénale en urgence, d'où l'intérêt du transfert en réanimation immédiat avant que le patient s'aggrave, doive être intubé ou se dégrade franchement sur le plan ventilatoire. Et puis, penser à rechercher, à traiter un autre facteur déclenchant, éventuellement associé, à prévenir les complications de décubitus, à surveiller le patient. Oui, pourquoi une ventilation non invasive? À quoi ça sert? Et aussi, n'est-ce pas une indication à la dialyse? Alors, premièrement, n'est-ce pas une indication à la dialyse? Si, c'est ce que je disais plus haut, savoir c'est une indication et une dialyse en urgence. Puisque OAP anurique, il faut retenir OAP anurique, dialyse en urgence. Ensuite, pourquoi la ventilation non invasive? À quoi ça sert? La ventilation non invasive, ça permet de mettre une pression positive permanente dans les voies aériennes, ce qui permet, par effet mécanique, de lutter contre l'œdème aigu du poumon,
si vous voulez, pour vulgariser, de pousser l'œdème à l'intérieur de l'interstitium et du secteur vasculaire. Et c'est un traitement qui marche très bien sur le plan des symptômes ventilatoires dans l'œdème aigu pulmonaire. Alors, quoi retenir de ce dernier cas clinique? Premièrement, sur le syndrome coronarien aigu sans sus-décalage de ST, retenez bien la différenciation entre les syndromes coronariens à fort risque, pour lesquels il faut faire une coronarographie précoce dans les 72 heures, et ceux qui sont à faible risque, pour lesquels on peut réaliser un test d'ischémie pour éviter la coronarographie. Ensuite, deuxième point sur lequel j'insisterai, c'est la prise en charge de l'œdème aigu pulmonaire. Œdème aigu pulmonaire, 4 choses: position demi-assise, oxygène, dérivés nitrés et diurétique. Si ça ne suffit pas sur le plan ventilatoire, proposez la ventilation non invasive. Si l'OAP est hypotendu, c'est un choc cardiogénique, il faut mettre de la dobutamine. Et si l'OAP est anurique, il y a une indication à la dialyse en urgence. Voilà pour ce cas clinique.